Ok. Alors, la semaine dernière, on a vu la loi de Descartes. On a fait des corrections. Donc la loi de Descartes, c'est ce qu'on avait vu avant le confinement. Le fait que la lumière est déviée quand elle change de milieu transparent. On a vu les lois qui permettent d'expliquer cette déviation. On a fait des exercices dessus. Mercredi dernier, on a corrigé une activité sur la dispersion. Cette diffraction, c'est-à-dire cette réfraction, le fait que la lumière soit déviée quand elle change de milieu, la déviation n'est pas la même pour chaque lumière colorée, pour chaque couleur. Ce qu'on avait expliqué, c'est que un mélange de lumière colorée, comme de la lumière blanche, lorsqu'il pénètre dans un milieu transparent, les couleurs se séparent parce qu'elles sont pas toutes déviées de la même manière. Le violet étant plus dévié que le rouge, ici on le voit sur cette image. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence à aborder la notion de lentilles. Les lentilles, ce sont des appareils que vous utilisez pour les lunettes. En fait, c'est des morceaux de verre qui ont une forme particulière. Mais auparavant, je voudrais corriger les exercices qui étaient à chercher pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à activer votre micro et parler, parce que je peux pas voir les questions qui sont dans le chat. Pour voir les questions qui sont dans le chat, je suis obligé de sortir de mon application et d'aller voir dans le chat ici si vous n'avez pas des questions. Donc je vais pas le faire à chaque fois parce que sinon ça change tout le temps de point de vue. Alors, la réfraction, on en avait déjà parlé, il y avait une loi, donc il fallait connaître tous les termes. Ça, je vais pas trop revenir dessus, vous l'aviez dans le cours que j'ai distribué, avec les termes de rayon incident, rayon réfracté, angle d'incidence, angle de réfraction, normal, etc., etc. Et la loi, elle permettait de trouver une relation mathématique entre l'angle d'incidence de départ et l'angle de réfraction à la sortie. Et ça, c'est les angles I1 et I2. Et puis les indices des milieux. Les indices de réfraction, c'est leur capacité à ralentir ou pas la lumière, en fait. Il y a l'indice de réfraction N1 du premier milieu, c'est l'air en général, souvent, et N2, l'indice du milieu 2, le milieu transparent dans lequel la lumière va rentrer. Donc on utilise cette relation, et puis après on l'utilise de différentes manières, suivant si j'ai besoin de connaître l'angle d'incidence, ou l'angle de réfraction, ou les indices d'un milieu, de l'un ou de l'autre. Donc tout était expliqué, on avait corrigé ces exercices-là 31-19, et puis on avait vu que quand la lumière rentre dans un prisme, alors je vais faire vite, voilà ce qu'on avait expliqué, les différentes couleurs sont déviées de façon différente. Le violet est plus dévié, donc l'indice de réfraction pour le violet il est plus grand que pour le rouge, ce qui fait que ça dévie plus la lumière. Et donc on obtenait toutes ces couleurs-là qui proviennent de la lumière blanche. Donc aujourd'hui, alors pour aujourd'hui, il y avait le QCM 1 et 2, page 232 à chercher, plus l'exercice 41 que je vais corriger maintenant. Donc certains me l'ont envoyé, pas nombreux, mais certains, je note les noms moi à chaque fois. Et je vais le corriger rapidement. Alors, ici dans l'exercice, le QCM1, il faut choisir, c'est comme pour le code, le A, le B ou le C pour les affirmations qui sont proposées. La vitesse de la lumière ici, elle est inférieure à la vitesse du son, différente dans le vide et dans l'air, ou est très élevée par rapport aux vitesses couramment rencontrées. Qu'est-ce qu'il fallait répondre? Alors, A, B ou C. Alors vous pouvez répondre soit oralement ici, soit vous pouvez répondre en mettant la lettre dans le chat. Donc c'est soit elle est lente, la première proposition inférieure à la vitesse du son, est différente dans le vide et dans l'air, est très élevée par rapport aux vitesses couramment rencontrées. Alors je vais regarder si vous avez proposé des réponses. Non. Rachid C, ouais, ça c'est bon. Il n'y avait pas que le C, mais C, oui, c'est bon. Il y avait aussi l'affirmation B. Elle est différente dans le vide et dans l'air, alors légèrement, mais si vous la cochez pas, c'est pas une grosse erreur. En fait, la lumière, elle voyage légèrement plus lentement dans l'air que dans le vide, parce que l'air, c'est un milieu transparent différent que du vide. Mais bon, ça, c'est assez subtil. Donc la
réponse principale à entourer, c'était effectivement C. C'est une vitesse hyper rapide qui vaut, elle est marquée en dessous, on va d'ailleurs dire que c'est la bonne, elle vaut 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Un amoureux de la nature admire un arbre. Donc celle-là, on pouvait l'entourer éventuellement parce que dans l'air, ça va un tout petit peu plus lentement que dans le vide, mais c'est à peine perceptible. Ça se mesure difficilement. Un amoureux de la nature admire un arbre. Quel schéma illustre correctement la situation? Donc s'il regarde un arbre, il faut imaginer que l'arbre n'est pas un émetteur direct de lumière. Alors il faut dessus essayer de voir s'il y a des représentations de sens de la lumière. Alors, je ne sais pas si vous avez une proposition à faire pour le petit 2. Je vais regarder dans le chat. Est-ce que vous avez une proposition à faire pour le petit 2? Est-ce que c'est la réponse A, B ou C qui va le mieux? La B, je suis d'accord. C'est la B effectivement. Alors pourquoi c'est la B? Ici, la lumière n'est pas orientée et des personnes pourraient croire à tort que en fait on envoie une espèce de rayon lumineux avec les yeux pour voir l'arbre. C'est complètement faux. C'est la lumière qui arrive dans les yeux, c'est pas les yeux qui vont chercher la lumière. Donc là ici dans la baie, c'est juste puisqu'on voit ici la lumière qui provient du soleil, qui éclaire l'arbre, et l'arbre qui a capté cette lumière va rediffuser la lumière dans toutes les directions. Et mince, parmi toutes ces directions, il y a une direction qui va arriver dans l'œil. Et c'est comme ça qu'on va voir l'arbre. Donc le soleil éclaire l'arbre renvoie la lumière dans toutes les directions, et l'œil capte une partie de la lumière qui est renvoyée. Et donc ça donne l'image de l'arbre. Enfin la C elle est fausse parce que la lumière elle va en ligne droite normalement. Elle fait pas des courbes comme ça. Elle va en ligne droite d'un point A à un point B. Ensuite, petit 3, la vitesse de la lumière dans l'air vaut, alors ça je vais aller vite, parce qu'on l'avait déjà vu, c'est le C. 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Ensuite, réflexion et réfraction. Quel schéma traduit correctement l'éblouissement de la promeneuse par le reflet du soleil sur la mer? Alors, il faut faire un schéma qui montre que on est ébloui par le reflet du soleil dans l'eau. Alors, il y a première proposition A, la B ou la C. Est-ce que vous avez une proposition à faire pour celle-là? A, B ou C? B pour Lucille, alors c'est par rapport à la question que je viens de poser ou par rapport à la précédente là, je sais pas. Vu l'heure, je sais pas. Est-ce que là c'est la A, la B ou la C là? Alors, si vous avez répondu pour ma question à l'instant, c'est effectivement, c'est pas la B ici, parce que le reflet dans l'eau, ça peut pas être la lumière qui arrive directement depuis le soleil dans l'œil. Donc c'est une des deux où on voit la lumière qui tombe, qui tape dans la surface de l'eau et qui va dans l'œil. Il y en a une des deux qui est fausse. Ici, d'après vous, c'est laquelle? C'est la A ou la C? Alors la B, elle est fausse, c'est sûr. Mais est-ce que de la A ou la C, quelle est celle qui est juste là? Est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que c'est la A qui est correctement dessinée ou est-ce que c'est la C? La C. C'est la C, bravo Clément. C'est effectivement la C, parce que c'est symétrique, et qu'on avait vu rapidement, mais que ça rebondissait de façon symétrique. Donc c'est bien la C, ici c'est pas symétrique le rebond. Donc la réflexion elle se fait de façon symétrique. La lumière passe de l'eau à l'air, quels sont les schémas erronés? Alors, de l'eau à l'air, les schémas erronés, alors je vais le faire rapidement. Le A, c'est pas bon parce qu'il n'y a pas de déviation. Le B, c'est pas bon non plus parce que quand ça arrive perpendiculaire à une surface, bah, ça ressort perpendiculaire. Et il n'y a que la C qui est correcte. Où on voit bien une déviation quand ça change de milieu. Et cette déviation, elle ne s'opère qu'à partir du moment, ici, j'ai un angle qui est différent de 0. Si c'est un angle qui vaut 0, bah, ça veut dire que c'est pas dévié. Et enfin, l'angle I et l'angle R sont liés par la formule. Alors nous, si le milieu 1 c'est l'air, ça veut dire que N1 c'est 1. Parce que l'indice de réfraction de l'air, c'est 1.
Donc normalement la formule, on a vu n1 sinus I1 égale n2 sinus I2. Mais eux, ils ont choisi d'autres appellations pour I1 et I2. Ils ont mis I à la place de I1. Donc là, normalement, pour notre formule, ce serait I1 de ce côté. Et là, de ce côté, ce serait I2 dans notre formulation à nous. Donc normalement, on aurait 1 fois sinus de I qui est égal à n de l'eau fois sinus de R. Donc cette formule-là, c'est la bonne. Ça, c'est totalement faux. Et sinus R égale n au sinus I, c'est faux. Parce qu'on a l'indice de l'eau avec l'angle qui n'est pas dans le même milieu. Donc c'est pas bon. Bon, ça c'était rapidement pour faire le QCM. J'ai bien détaillé la correction pour essayer de comprendre un peu avec quelle justification on pourrait, quelle justification on pourrait apporter pour dire si c'était vrai ou faux. Alors, là, cet exercice va nous permettre d'aborder la notion de lentille qu'on va voir aujourd'hui dans un espèce de cours TP un peu bizarre. Je vais faire de mon mieux pour vous montrer quelques manipulations, des animations, etc. Alors, on a un rayon qui arrive et cette figure-là, ce dessin-là, en fait, c'est comme une lentille vue de profil. Alors, je vais vous montrer ça en image réelle. Si j'active ma caméra et que je vous montre... partager la vidéo, voilà, je vous montre une lentille. Ça, c'est une lentille, par exemple. Donc une lentille, vous voyez que ça peut changer un petit peu l'aspect de la lumière. Et quand je regarde de profil, une lentille, ça a une forme qui est pas plate. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une lentille convergente. Si je vous en montre une qui est cassée, ici on voit bien en coupe la forme de la lentille. Hein. Elle est convexe, c'est-à-dire qu'elle est bombée vers l'extérieur. Donc c'est bien un milieu transparent, et donc dans l'exercice ici, on a une lentille qui est bombée des deux côtés ici, et on voit le rayon de lumière qui arrive dans la lentille. Alors là-dedans, il se produit deux réfractions. C'est pour ça que le titre c'est une double réfraction. Il y a une première réfraction quand ça rentre dans la lentille, donc ça change de milieu transparent, et une deuxième réfraction quand ça sort de la lentille. Ici, on a le milieu qui a un indice qui vaut 1,6. Donc l'indice du verre, c'est 1,6, c'est ce qui est marqué dans l'énoncé. Et puis le reste, c'est l'air, ici et à l'extérieur de l'autre côté. Donc l'indice de l'air, c'est 1. L'indice de réfraction de l'air, c'est 1. Pareil de ce côté aussi, c'est l'air. J'essaye d'écrire de mon mieux avec la souris, hein, c'est pas toujours très propre. Donc, la première réfraction, première question, déjà on nous disait que le premier angle d'incidence dans l'air, donc celui qui est ici, vaut 28 degrés. Et il va falloir déterminer l'angle de réfraction en sortie de lentille. Alors on va pas répondre à la question d'un seul coup parce que c'est trop compliqué puisque ça se fait deux fois. D'abord on nous demande de légender le schéma fourni et de dire de quelle lentille il s'agit. Alors on ne pouvait pas répondre à la deuxième partie de la question tant qu'on n'avait pas vu le cours qu'on va voir. Je l'ai prononcé ce mot-là tout à l'heure. Alors légender le schéma, j'ai reproduit le schéma et à chaque fois il faut que je légende avec rayon incident, normal, rayon réfracté, etc. Alors si je prends ces pointillés qui sont ici, ça c'est ce qu'on appelle la normale. C'est une droite imaginaire qui est perpendiculaire à la surface. Donc là, elle a été tracée en pointillé de là jusqu'ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la normale. Après, le rayon qui arrive, qui provient de l'air, vu la flèche, hein, c'est le rayon incident. Alors, je l'ai appelé rayon incident 1 parce qu'il y a deux réfractions successives. Donc ça, c'est la première réfraction. Après, quand il rentre dans le verre, on voit qu'il est déformé, il est dévié, donc c'est ce qu'on appelle le rayon réfracté de la première réfraction, donc j'ai appelé ça rayon réfracté 1. Donc c'est ce rayon-là qui est ici. Maintenant, je pourrais aussi imaginer que, comme il va y avoir une deuxième réfraction, là ici quand ça va ressortir, ce même rayon qui est à l'intérieur ici, c'est aussi le rayon incident, mais 2 pour la deuxième réfraction. C'est un autre rayon qui arrive. Et puis ensuite, je vais avoir une
deuxième normale, donc c'est ces pointillés qui sont ici. Donc ça c'est la normale numéro 2 pour la deuxième réfraction. Et donc le rayon qui sort ici, c'est le rayon réfracté numéro 2. Donc j'ai une première réfraction qui se fait ici, et une deuxième réfraction qui se fait là. Alors j'ai pas tout légendé, je pouvais légender là-dessus le premier angle ici d'incidence que je peux appeler I1. Ça c'est l'angle I1 qui vaut 28 degrés d'après l'énoncé. Après là ici je vais avoir I2 qui est ici, on le voit à peine, et c'est ce qu'on va nous demander de calculer dans la question 2. Donc de quel type de lentille il s'agit? Ça c'est une lentille qu'on appelle une lentille convergente. Alors on verra ça tout à l'heure. Elle est convergente parce que les bords de la lentille sont convexes, c'est-à-dire qu'ils sont bombés vers l'extérieur. Donc lentille convergente. C'est une lentille convergente. On verra pourquoi ce terme-là dans le cours tout à l'heure. Elle fait converger la lumière, on va voir pourquoi. Alors, le premier angle d'incidence vaut 28 degrés, déterminer la valeur de l'angle de réfraction après la première réfraction. Donc ce que je veux, c'est calculer l'angle I2 qui est ici. Donc je vais utiliser la formule classique de Descartes. Il faut utiliser la relation de Snell-Descartes sous la forme sinus de I2 est égal à N1 sinus I1 sur N2. Donc dans le cours, on avait ce genre de formule. N1 c'est l'air, I1 c'est 28 degrés, et puis N2 c'est 1,6, c'est l'indice du milieu 2 à l'intérieur de la lentille. Donc quand je fais le calcul, alors je vous montre, est-ce que j'ai la calculatrice d'activer? Je vais activer une calculatrice scientifique pour vous montrer quand même comment faire ces calculs. Alors, donc je vais faire le détail du calcul pour vous montrer qu'on obtient bien ça, et après ce que je veux c'est récupérer I2. Donc on a déjà fait ça mercredi dernier, mais je le refais parce que c'est pas simple à utiliser la calculatrice pour ça. Donc si je reviens sur le calcul, le détail du calcul à faire, c'est NR qui vaut 1 fois sinus de 28 divisé par N2 qui vaut 1,6. Donc je dois faire 1 fois sinus de 28 sur 1,6. Donc si je fais le calcul ici, 1 fois sinus de 28 degrés divisé par 1,6, voilà le résultat que j'obtiens, 0,2934197, etc. etc. Il faut bien s'assurer que dans mode ici, vous êtes bien réglé ici en degrés et non pas en radians. Si vous êtes réglé en radians, ça va faire un résultat complètement différent. Alors ça c'est mon premier résultat que j'ai indiqué ici. Maintenant je ne suis pas encore à déterminer I2, je sais quel est le résultat de sinus de I2. On a vu que pour obtenir I2 à partir du résultat de sinus de I2, il faut utiliser la touche arcsinus. Donc il faut faire la touche arcsinus de 0,2934 et ainsi de suite. Alors je vous montre avec la calculatrice comment est-ce qu'on fait. Arcsinus est ici en bleu. Donc pour activer la fonction qui est en bleu, il faut d'abord que j'appuie sur seconde et que j'appuie ensuite sur la touche sinus. Et ça m'active le arcsinus. Et après, je dois écrire tout ce résultat-là dedans. Alors, il y a un autre, moi, je peux l'écrire à la main, hein. Je vais le faire 0,293419. Je vais m'arrêter là, ça suffit largement. Entrée. Et je trouve 17 degrés. J'arrondis à 2 chiffres significatifs. Donc, ça signifie qu'on a bien ici 17 degrés comme angle I2 qui sort dans la lentille, donc par rapport à la normale en vert ici. Donc ça c'est la première réfraction. Maintenant on nous demande de calculer pour la deuxième réfraction, donc on va zoomer un peu sur ce schéma parce que là on voit pas grand chose, et on va essayer de voir quel est l'angle avec lequel ça arrive ici pour la deuxième réfraction.
Donc sachant que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés, déterminer la valeur de l'angle d'incidence de la deuxième réfraction. On va zoomer un petit peu. Alors, c'est bien une lentille convergente, c'est ce que j'avais mis. Donc si je vais effacer toutes mes petites annotations. Ici, j'ai zoomé la partie à l'intérieur. La deuxième réfraction va se dérouler à cet endroit-là. Hein. Donc si je dessine cette figure, j'ai un triangle en fait. J'ai reproduit ici le rayon qui est au milieu, il est ici. Ça, c'est le rayon incident 1, avec sa petite flèche. Ensuite, ça, c'est le rayon dans le verre. Et ça, c'est le rayon dans l'air. Donc j'ai reproduit simplement le triangle qui était là avec les deux normales. Il y a la normale 1 et la normale 2 ici. Cet angle-là, c'est celui qu'on avait trouvé comme étant I2. Donc c'est 17 degrés ici. Ensuite, l'angle qui est ici, il est indiqué comme étant égal à 140 degrés, cet angle-là en dessous. Mais ça signifie que celui-là, il vaut aussi également 140 degrés. Parce que c'est le même angle. Vous avez dû apprendre ça en maths, hein, deux droites qui se couplent et les angles qui se touchent, c'est les mêmes. Et ce qu'il faut connaître, c'est cet angle-là, qui va être en fait l'angle d'incidence pour la deuxième réfraction, parce que c'est l'angle avec lequel le rayon arrive pour la deuxième réfraction. Et on nous dit que la somme des trois angles qui sont ici, ça fait 180 degrés. Donc je peux dire que cet angle-là va être égal à 180, moins 140 et moins 17. Donc l'angle d'incidence numéro 2, qui sera ici, il est égal à 180, donc c'est la somme de tous, moins celui-là, et je vais avoir le reste. Donc 180 moins 17 moins 140, ça me fait 23 degrés. Donc ça veut dire qu'ici, je vais avoir 23 degrés comme angle d'incidence numéro 2. Je vais le mettre en bleu ici, si ça veut bien s'activer. Ok, donc là, je sais maintenant qu'ici, j'ai 23 degrés. Et maintenant, dans la question B, on va me demander d'en déduire l'angle avec lequel ça sort ici, le nouveau I2. Donc c'est un autre I2, celui de la deuxième réfraction. Et je vais avoir l'angle d'incidence que je peux appeler I1 maintenant, qui sera 23 degrés pour la deuxième réfraction. Mais attention, l'indice numéro 1, ça sera celui du verre, c'est-à-dire 1,6, parce qu'au départ, dans ce milieu-là, je suis dans la lentille, ici. Tout ça, en hachuré, c'est la lentille. Pas là. Hein. Je sais pas si je peux gommer avec mon pointeur. J'ai une gomme, ouais, j'ai une gomme. Là, je peux gommer ça et reprendre mon pointeur. Tac. Voilà. Tout ce que j'ai hachuré en bleu, c'est la lentille. Et donc là, c'est sorti dans l'air. Donc le milieu 2, cette fois-ci, c'est l'air. Alors que le milieu 1, c'est le verre, cette fois-ci pour cette deuxième réfraction. Donc je vais pouvoir réutiliser cette formule-là, mais avec ici l'indice du verre, fois le sinus de l'angle d'incidence qui sera 23 degrés, divisé par l'indice de l'air, parce qu'on sera dans l'air à la fin. Donc on va réutiliser la même formule que dans la question 2, mais sous une forme différente, en disant que le sinus de l'angle de réfraction numéro 2, c'est n2 fois sinus 23 sur n de l'air. Alors là, je vous la fais courte, ça fait 0,62516. Si je veux maintenant I2, je prends arc sinus avec la calculatrice, ça me fait 38,7 degrés, c'est-à-dire environ 40 degrés quoi. Donc je viens de calculer que ici, ça sort à environ 40 degrés par rapport à la deuxième normale. Donc on a pu calculer avec quel angle ça sortait de la deuxième paroi en verre. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Parce que moi j'ai pas de retour sur ce que vous comprenez, ce que vous comprenez pas. Si vous avez des questions, vous activez votre micro ou par le chat, vous me dites. Non pour Wissem, donc tout va bien. Ok, alors je vous ai transmis sur l'ENT une fiche de TP sur les lentilles convergentes. Alors, je sais pas si je suis encore filmé, je pense que je suis encore filmé là. Voilà.
Alors, je vais vous montrer deux types de lentilles. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le profil de celle-là. Cette lentille-là, elle n'est pas, elle est pas bombée vers l'extérieur, mais elle est bombée vers l'intérieur. On appelle ça une lentille divergente. On va pas en parler, on va pas les utiliser. Ça, c'est une lentille un peu particulière. Maintenant, cette lentille que moi je vais utiliser dans des expériences que je vais essayer de faire ici, c'est une lentille convergente. Si on regarde son profil, elle est bombée vers l'extérieur. Alors en coupe, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, voilà une lentille qui est cassée, donc on voit bien la forme qu'elle a. Hein. C'est bien bombé vers l'extérieur. Ok. Donc dans le TP, ici, l'objectif de ce TP, c'est de savoir ce que fait une lentille aux rayons de lumière, qu'est-ce qu'elle va faire des rayons de lumière, et de savoir tracer trois rayons particuliers pour déterminer l'image d'un objet à travers une lentille et donner ses caractéristiques. Alors il faut savoir qu'une lentille, elle est capable de créer une image d'un objet. Je ne sais pas si ça va bien se voir ici, mais je vais vous montrer une petite expérience. Déjà, je vous montre mon dispositif. Je ferme les volets. Je vais essayer d'obtenir une image à partir d'un objet que je vais vous montrer ici. Alors, juste, je sais pas si vous me voyez ici en entier. Vous voyez que moi là, ou est-ce que vous voyez aussi mon écran là? Vous voyez, est-ce que vous me voyez que moi là? Dites-moi. Oui. Oui, vous voyez que moi. Ok, parfait. Alors j'ai fabriqué un espèce de petit F là, en carton. En fait, c'est un trou dans lequel j'ai, avec un cutter, j'ai fait un trou en forme de F. De l'autre côté, j'ai une lampe qui va éclairer le F. Cette lampe-là, c'est une lampe que j'ai placée à côté de mon ordinateur. Ensuite, j'ai un écran ici. Et je vais essayer de voir si je peux projeter l'image de ce F là sur mon écran. Alors, quand je mets le F, je vais le mettre devant la lampe qui est à ma droite sur votre caméra. Je vois pas le F sur l'écran ici. En revanche, si je place une lentille, alors je sais pas si ça va se voir, j'espère, parce que c'est pas facile de faire ça dans ces conditions. Si je place une lentille ici, alors est-ce qu'on va voir, voilà. Là, je vais essayer de mettre le dispositif pour qu'on le voit le mieux possible. C'est pas super facile à mettre en œuvre. Voilà. Alors là, voilà. Est-ce que vous arrivez à voir sur l'écran l'image? Est-ce que vous la voyez l'image? Wissem, oui. Oui, un peu. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire du F? Est-ce qu'il vous paraît, qu'est-ce qui semble arriver là sur l'écran? Vous voyez quoi? Le F, il a quelles caractéristiques? Est-ce que vous pouvez me dire sur son image? Ah, il est retourné, ouais, bravo. Et puis il est plus grand que le F que j'avais taillé dans le carton. Alors dans d'autres dispositions, il pourrait être plus petit. Alors pour illustrer ça une deuxième fois, je vais vous montrer que je peux faire ça avec quelque chose de mouvant. Je vais utiliser mon fils. Théo, tu veux bien venir là? Donc mon fils, il va être éclairé à travers la porte qui est sur le côté ici. Il va être éclairé par la lumière extérieure. Il va se positionner, il a une polaire un peu verte. Et du coup, il va renvoyer, ouais, c'est parfait. Il va renvoyer la lumière. Et si ça fonctionne, mais je ne sais pas si ça va fonctionner, voilà, ici, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, je vais me rapprocher un peu, hop, peut-être là comme ça. Je ne sais pas si c'est assez lumineux pour que vous puissiez voir quelque chose. Vous voyez quelque chose? Est-ce que vous voyez? Alors peut-être, je vais ouvrir un peu plus large la porte. Là, est-ce qu'on voit? Décale-toi un peu, Théo, encore. Voilà, là, parfait. Est-ce que vous voyez mon fils, là? Est-ce que vous le voyez ici, là, sur l'écran? Lève les bras, Théo, pour voir. Non, vous voyez rien du tout. Hein. Bon.
Bon, en tout cas, moi, de là où je suis, je vois une image sur l'écran. C'est lui qui renvoie la lumière du soleil. Bon, merci Théo, hein, ça n'a pas marché, mais il voit pas la suite. Alors, pour répondre maintenant dans ce TP. Ici, la forme de la lentille, c'est une lentille convergente. Donc, j'ai bien une forme qui est comme ça, c'est-à-dire que c'est décalé, enfin c'est déformé et bombé vers l'extérieur. Je vais désactiver ma caméra. L'image obtenue avec la lentille, on constate qu'elle est retournée, c'est ce que disait Rachid. La valeur indiquée sur la lentille, je vous le dis, c'est marqué +8 dessus, et le symbole, c'est un symbole un peu particulier, c'est une unité un peu bien particulière. Bon, ça c'est pas très important, mais c'était des remarques quand les opticiens achètent des lentilles, c'est des dioptries, c'est quantifié comme ça. Ça va permettre de savoir si c'est beaucoup bombé ou pas en fait. Alors, maintenant, je voudrais vous le montrer sur une simulation, si vous n'avez pas bien vu. Hop, non, c'est pas ça que je voulais faire. Si je prends une simulation que j'ai pas un F, mais cette fois-ci une bougie par exemple. Alors, ici j'ai une bougie, j'ai une lentille, j'ai un mur, donc l'écran. Si je déplace ma bougie, je constate qu'à une certaine position où se trouve la bougie, donc ça c'est ce qu'on appelle l'image, à une certaine position, sur l'écran je vais revoir, c'est pas l'image, c'est l'objet, pardon, de ce côté, et les rayons de lumière qui proviennent de la bougie vont pénétrer dans la lentille, et ils vont tous se retrouver à un endroit sur le mur, mais ça va provoquer une image qui est inversée. Alors on va essayer d'expliquer pour tout ça, et voir pourquoi l'image elle est à l'envers, et pourquoi est-ce qu'elle est retournée. Alors, pour essayer de modéliser un peu ça, on va remplacer différentes choses par des symboles. Alors déjà, il faut imaginer que la lumière qui provient de cette bougie, elle part dans toutes les directions. Et même la lumière du support, il y en a qui part dans toutes les directions. Et sur tous ces rayons lumineux qui partent dans toutes les directions, je peux en sélectionner un certain nombre pour voir ce qu'ils vont devenir. Il y en a qui vont passer au-dessus de la lentille, puis d'autres qui vont rentrer dans la lentille. Alors on va voir un petit peu, on s'intéressera qu'à 3 rayons parmi tous les rayons qui peuvent sortir de la pointe de la bougie, on n'en regardera que 3, parce qu'il n'y en a que 3 pour lesquels on saura ce qu'ils vont devenir. Alors, d'abord, une petite expérience que j'aurais voulu faire en cours, mais que je ne peux pas vous montrer là, parce qu'on n'est pas en cours. Mais voilà ce qu'on peut obtenir avec du dispositif expérimental en séance de cours. Donc tout ça, c'est des exemples de réfraction. Alors ça, on l'avait déjà fait. Encore de la réfraction avec un prisme, qu'on a déjà vu. La réfraction ici, la surface de l'eau. Alors, maintenant les lentilles. Voilà un exemple de lentille convergente. Qu'est-ce qui a été fait ici? Auparavant, la lumière, elle est orientée dans ce sens-là, elle provient de la gauche ici. Et cette lumière-là, c'est des rayons qui sont tous parallèles. On voit que quand les rayons parallèles arrivent sur la lentille, elle va dévier ces rayons parallèles. Regardez comment ça se dévie. Hop, en plaçant la lentille, vous voyez que les rayons sont tous déviés. Et s'ils étaient parallèles, ils vont tous converger en un seul point. C'est pour ça qu'on appelle ça une lentille convergente. Pour ceux qui sont déjà amusés à faire ça, les rayons du soleil, quand ils nous arrivent, ils arrivent tous parallèles. Il y en a des milliards, tous parallèles comme ça. Si je prends une loupe, ils vont être tous concentrés au même endroit. C'est à cet endroit-là qu'on peut faire du feu, parce que ça chauffe énormément. On appelle ça d'ailleurs le foyer, l'endroit où se retrouvent tous ces rayons lumineux quand les rayons arrivent parallèles au départ. C'est ce qu'on appelle le foyer image. Si je prends une lentille un peu plus convergente, ça converge un peu avant. Donc, si j'ai que 3 rayons lumineux, les 3 rayons lumineux, je vais pouvoir les dessiner. Il y en a 2 qui sont penchés, puis celui du milieu qui n'est pas dévié. Celui qui passe par le centre de la lentille, il n'est pas dévié. Alors, on va revenir sur le dessin ici. Avec une source lumineuse, on a 3 rayons incidents qui sont parallèles. On va visualiser les 3 rayons réfractés qui sortent, qui émergent de la lentille. Alors, on vient de voir sur cette animation qu'il y en a 2 qui sont déviés,
et un qui, au centre, n'est pas dévié. Alors, il faut une référence pour tracer ces rayons lumineux. Cette référence, c'est une droite imaginaire qu'on va appeler ça l'axe optique. C'est un axe qui passe par le centre de la lentille. Les trois rayons qui arrivent, qui étaient parallèles, eh bien, celui du milieu, il n'est pas dévié, celui du haut, il est dévié vers le bas, celui du bas, il est dévié vers le haut, et les trois se retrouvent en un point qu'on appelle le foyer. C'est quel phénomène qui permet d'expliquer ce trajet? C'est la réfraction qu'on vient d'évoquer dans les chapitres, dans le cours précédent et les séances précédentes, puisqu'on a changé de milieu transparent. Alors, maintenant, on va théoriser un petit peu tout ce que c'est cette théorie de la lentille, avec qu'est-ce qu'elle fait aux rayons lumineux et comment savoir où doit se trouver l'image en fonction de la position d'un objet. D'abord, il faut définir quelques mots de vocabulaire. Alors, je vais revenir sur l'animation précédente pour vous montrer les différentes actions des lentilles convergentes sur les rayons de lumière. Quand je prends ce premier rayon de lumière qui passe par le centre de la lentille, quand le rayon incident on voit que ce rayon qui passe par le centre de la lentille ne dévie pas, n'est pas dévié par la lentille. Là, un autre rayon qui passe par le centre, il passe tout droit. Après, on pourrait le modéliser sous cette forme-là. Une lentille, quand un faisceau de lumière parallèle, je vais faire pause ici. Une lentille se représente sous forme symbolique d'un alors où est-ce que c'est marqué? D'une double flèche. Les lentilles convergentes. Voilà le symbole d'une lentille. Ça va être symbolisé comme ça, une double flèche, avec O qui est son centre. Centre géométrique si je regarde cette petite vidéo et que on appelle je regarde ce que fait une lentille au rayon lumineux, l'axe qui passe par le centre et qui est perpendiculaire à la lentille, c'est ce qu'on appelle l'axe optique. Le rayon qui passe par le centre de la lentille, le rayon lumineux émergent n'est pas dévié. Il n'est pas dévié. Quand le rayon incident passe. On voit, quel que soit l'angle avec lequel j'arrive, si ça passe par le centre, c'est pas dévié. Maintenant, on va voir ce que deviennent d'autres rayons lumineux un peu particuliers. Est-ce que c'est montré sur cette vidéo? Non, pas forcément. Alors, maintenant, des rayons qui arrivent parallèles, et qui passent pas par le centre, qui arrivent parallèles à l'axe optique. Eh bien, ils se retrouvent tous en un point qu'on appelle le foyer. Donc un rayon incident qui est parallèle à l'axe optique, il va ressortir en passant par le foyer, ici qu'on appelle le foyer image. Après sur cette vidéo, je crois qu'il était précisé, donc tous les rayons qui arrivent parallèles se retrouvent sur un foyer, le foyer image. Maintenant, si je prends des rayons qui au départ ont un angle, ici, on va imaginer que ces rayons ils passent par un point qui serait le symétrique de ce qu'on appelait le foyer image, de l'autre côté de la lentille, et le symétrique, c'est-à-dire avant la lentille. Alors si on place la lentille à la même distance par rapport à ces rayons là qui arrivent, qui proviennent de ce point-là, si on le place à la même distance que la distance à laquelle ça convergeait tout à l'heure, donc tout à l'heure on avait les rayons qui convergeaient ici. Maintenant, on part avec des rayons qui sont pas parallèles, donc des rayons qui proviennent d'un point, et on va placer la lentille à la même distance que cette distance qu'on avait là. On constate que les rayons ils ressortent parallèles. Donc un rayon qui passe par ce point qui est symétrique du foyer, on appellera ce point-là le foyer objet. Un rayon qui passe par le foyer objet, il ressort parallèle. Alors ça fait beaucoup d'informations, mais on va les synthétiser maintenant ici. Donc, grâce aux observations de cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut dire d'un rayon incident qui passe par le centre optique? On vient de dire, il n'est pas dévié. Alors sur les mots de vocabulaire quand même avant, je vais préciser que le centre, quand on fait un dessin, une lentille, elle va être symbolisée et représentée par une double flèche comme ça. Ça, c'est le symbole d'une lentille. Une double flèche, une lentille convergente. L'axe optique, c'est une droite imaginaire qui passe par le centre de la lentille et qui est perpendiculaire à la lentille. Ça, c'est l'axe optique. Maintenant, le centre optique, O, c'est le point central de la lentille par lequel passe l'axe. Donc, c'est ce point ici.
Après, il existe deux foyers. Un foyer F qui est sur l'axe optique à une certaine distance, qu'on appelle le foyer objet. Le foyer objet, c'est là où vont se retrouver tous les rayons qui étaient parallèles, et ben ils vont se rassembler tous en ce foyer. C'est là où, quand on prend une loupe en plein soleil, c'est là où ça fait le point lumineux très chaud qui permet de faire brûler du bout de papier ou des fourmis. Et ben de l'autre côté, de façon symétrique, vous avez un autre foyer qu'on appelle le foyer objet. On l'appelle F'. Tout ça, c'est des points imaginaires, hein, qui est à gauche et qui est symétrique de F. Ils sont sur l'axe optique. Maintenant, un rayon incident qui est parallèle à l'axe optique, donc un rayon qui arrive parallèle, bah, il passe par le foyer image. Alors le foyer image, c'est F et non pas F'. Je me demande si j'ai pas fait une bêtise là sur les termes. Alors juste 2 petites secondes que je vérifie une chose parce que je voudrais être sûr de ne pas avoir dit de bêtises là. Ah, j'ai plus les liens là. Ouais, pardon, j'ai dit une bêtise. Je reviens dessus. Excusez-moi. Hop. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, si je veux le matérialiser ici, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, c'est le foyer image qu'on appelle F'. Donc F' c'est le foyer image. Donc F' le foyer image et F le foyer objet. Donc là ici c'est F, alors que là c'est F'. Donc un rayon parallèle à l'axe optique, et ben, il va passer par le foyer image F'. Donc ça c'était juste. Maintenant si le rayon incident qui arrive, bah, il provient en passant par F, quand il va ressortir de la lentille, il va ressortir parallèle à l'axe optique. Alors, on peut le voir sur cette animation. Ah non, ça c'est la vidéo qu'on vient de voir. Sur cette animation ici. Si je veux schématiser, j'ai l'expérience qui est ici. Quand je place mon image, mon objet à un certain endroit, bah, se forme une image ici nette sur l'écran. Si je veux schématiser tout ça, pour expliquer les trois rayons, bah, ici, j'ai l'objet, c'est-à-dire l'équivalent de ma bougie. Et de ce côté, j'ai l'image A'B', c'est-à-dire qu'elle est inversée, on voit bien avec la flèche, donc c'est la bougie, l'image de la bougie inversée. Et si je déplace mon écran, et non pas la bougie, je peux faire en sorte de me déplacer à un endroit où ça va être net. Et on retrouve bien les trois rayons caractéristiques dont on parlait tout à l'heure. Le rayon ici qui passe par le centre optique, donc qui provient de B, hein, qui passe par le centre optique, et ben, il n'est pas dévié. Donc ce rayon, il va tout droit. Ensuite, le rayon qui provient de B, mais qui est parallèle à l'axe optique. Il passe par la lentille, et il ressort en passant par le foyer image. Ces deux rayons-là vont se croiser ici. Maintenant, le troisième rayon caractéristique, c'est celui toujours provenant du même point de B, mais c'est celui qui passe par le foyer objet au départ. Quand il ressort parallèle. Et on voit que ces trois rayons qui proviennent de B, bah, ils se retrouvent tous au même point. Et bah, ce point, c'est l'endroit où vont converger tous les rayons provenant de B, donc on va appeler ça le point image. Donc c'est là où va se trouver l'extrémité de la tête de l'image ici. La flamme pour la bougie par exemple. Et donc l'image, elle va être ici. Donc bah, c'est ce que je dis, c'est ce que je montre ici. Hein. Vous avez la réalité, donc une vraie expérience, enfin, elle est quand même simulée ici, et sa modélisation en science, où vous avez là-haut l'objet, ça c'est l'objet, qu'on représente de façon symbolique, l'objet, sous forme de flèche AB, avec une orientation, donc ça c'est l'objet. Ici vous avez la lentille, qui est représentée là-dessous, sous forme de flèche, la double flèche. L'objet, il est là, AB. Et puis l'image,
ici, qui est représentée sous la forme de A'B'. Alors la flèche, elle va être à l'envers, puisque la bougie, elle est inversée, donc je vais avoir A', B'. A', c'est le pied de la bougie, qui est toujours sur l'axe optique, et B', c'est l'extrémité de la flamme, qui est cette fois-ci vers le bas. Et pour construire le lieu où se trouve l'image et sa taille, ben, il faut construire ces trois rayons. Alors, à ce stade-là, on pouvait faire une expérience en plaçant un objet, une lentille, une lampe et un écran. Déjà sur cette expérience-là, il faut essayer de reconnaître où se trouve l'objet, où se trouve la lentille, où se trouve l'écran, et mettre des légendes. Et puis où se trouve la lampe. Donc ça, c'est ici la lampe qui va éclairer l'objet. Il n'y en avait pas besoin dans l'application précédente, puisque c'est une bougie, donc c'est à la fois l'objet et la lampe. C'est lui qui émet lui-même sa lumière, une bougie. Ici, on voit à peine le F là, que j'ai utilisé tout à l'heure, le petit F qui est ici, ça c'est l'objet. Il a besoin d'être éclairé pour qu'on le voit, sinon on ne le voit pas. C'est une source secondaire de lumière. Donc ça c'est l'objet. Il est ici. Ça, bah, c'est la lentille. Et puis au bout, j'ai l'écran, qui va être le lieu où se trouve l'image. Donc ça, c'est l'écran. Et si je l'ai bien positionné là où se forme l'image, bah, c'est aussi le lieu où va se former l'image. Donc, placer l'objet loin de la lentille, chercher l'image de l'objet avec l'écran. Donc on place l'écran de manière à ce qu'il y ait l'image qui se fixe dessus, rapprocher l'objet de la lentille et chercher la nouvelle image. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant quand on rapproche l'objet de la lentille et qu'on cherche une nouvelle image? Alors je vous le montre ici, toujours en simulation, j'ai pas d'autre choix. Ça, on aurait pu le faire en expérience. Donc je vais positionner l'ensemble de manière... Alors est-ce que je peux déplacer la lentille? Non, ici je peux pas la déplacer. Donc j'ai la lentille qui est ici. Je me place mon objet à cet endroit-là, par exemple, au pif. Ensuite, je déplace l'écran de manière à ce que l'image A'B' soit sur l'écran. Ensuite, on me demande de déplacer, de rapprocher l'objet de la lentille et chercher la nouvelle image. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire en expérience. Donc, je vais rapprocher l'objet. Donc, je vais rapprocher l'objet de la lentille. Donc, je le mets là, par exemple. Bah, pour retrouver l'image, il va falloir que je déplace, que je recule l'écran. Et l'image, elle est là. Cette fois-ci, elle va être plus grande. Donc, là, j'ai l'objet AB, ici, j'ai le centre O. Là, je vais avoir l'image A'B'. Et la question, c'est comment varie alors la taille et le sens de la nouvelle image par rapport à l'objet. Si je rapproche l'objet de la lentille, bah, l'image va être plus grande et elle va être inversée. Donc, la nouvelle image s'éloigne. Elle s'agrandit, mais de manière tout le temps inversée. Alors, il me reste à faire des petites mesures et puis ensuite on verra comment retrouver, avec le tracé des trois rayons, retrouver les valeurs théoriques qu'on peut obtenir de façon expérimentale. Si vous avez des questions, il faut intervenir. Moi, je ne sais pas si vous comprenez ou si vous ne comprenez pas. Il faut me le dire, vous activez le micro, vous me le dites. Alors, on place un objet AB à 40 cm avant une lentille. Puis on va déplacer l'écran jusqu'à ce qu'on obtienne l'image sur l'écran, qui soit nette. Et puis ensuite, on va essayer de compléter les résultats ici. Alors bien sûr, je ne peux pas faire l'expérience avec vous, je peux juste la faire de façon théorique. Alors, reprenons la simulation de tout à l'heure. On me demande de placer à 40 cm en arrière. Alors, vous remarquez que OA est marqué avec une barre sur le dessus. Si c'est marqué avec une barre, ça veut dire que c'est une valeur algébrique, ça veut dire qu'il y a un signe. Et si je dis que ça vaut moins 40 cm, ça veut dire que la distance de O vers A, elle est en sens inverse de l'axe optique et à 40 cm en arrière. Donc ça signifie que je dois me placer à 40 cm en arrière
Donc, OA doit être en arrière par rapport à l'axe qui va de la gauche vers la droite. Donc, en arrière, il y a 40 cm. Alors ici, c'est gradué en millimètres, hein, si vous regardez la légende qui est en haut, en millimètres. Donc je me place à moins 400 mm. Donc j'ai la distance OA en valeur algébrique. Donc OA avec une barre en chapeau barre. Ça fait moins 40 cm, c'est-à-dire moins 400 mm. Je peux constater que j'ai toujours les trois rayons qui sont tracés. On va les tracer à notre tour tout à l'heure. Ensuite, je place l'écran ici, là où il y a l'image. On va me demander de faire des mesures de cette image en fonction de sa position par rapport à la lentille et sa taille également. Alors, si je zoome un petit peu, pour essayer de trouver sa position. On me demande ici de déterminer la taille de AB. Donc la taille de AB, c'est la taille de mon objet. Il n'y a pas de prime, hein, c'est la taille de l'objet. Donc si je regarde sur cette simulation, en millimètres, il faut que je retrouve AB. Ici, en millimètres, AB fait 2 cases de haut, c'est-à-dire 50 mm. On voit ici que c'est 50 mm l'échelle. Hein. 50 mm, c'est 2 cases. Donc AB, il fait 50 mm. Donc je vais pouvoir dire qu'AB fait 50 mm. C'est positif parce que il est orienté vers le haut. AB, de A vers B, ça va vers le haut. Donc c'est positif cette distance-là. Maintenant, si je regarde A'B', déjà, est-ce que c'est plus grand, plus petit ou identique en taille? Au niveau de la taille, quand je regarde cette simulation, A'B', c'est plus petit. Ensuite, l'image, elle est inversée. Et on va chercher à déterminer, je crois que c'est la taille de l'image d'abord, hein, A'B'. Donc déjà, elle est plus petite cette image. Ensuite, le sens, elle est renversée. Maintenant, si je mesure la taille de cette image-là, je retourne à ma simulation et je regarde combien de carreaux ça fait. La taille de A'B', ça fait 1 carreau. Donc, c'est 25 mm, puisque 2 carreaux font 50. Donc, ma taille, ici, je l'ai pas, c'est 25 mm, mais j'ai précisé qu'il y avait un signe au moins parce que l'image est renversée. Et que A'B', ça descend dans le sens de A' vers B'. Maintenant, on appelle le grandissement le rapport de l'image sur l'objet. L'image, c'était moins 25. L'objet, c'est plus 50. Donc, si je fais moins 25 divisé par plus 50, je peux tout laisser en millimètres, c'est pas grave. Ça va me donner moins 0,5. Donc, grâce à ce grandissement, je sais que la taille de l'image, elle est 2 fois plus petite. Et qu'elle est inversée puisqu'il y a un signe moins. Maintenant, sa position par rapport à la lentille, c'est la distance du centre de la lentille vers A'. Donc je reviens sur ma simulation. Je cherche la distance OA'. Et je vois que OA', ça fait ici 100, 125, 150, 175, allez, je dirais 175, allez 180, 185, on va dire 180 mm. On trouve à peu près 180 mm. Et c'est positif puisque ça va de haut vers A' dans le sens de l'axe. Donc plus 180 mm. Et toutes ces données-là, on peut les retrouver nous-mêmes en traçant ces 3 rayons caractéristiques. Alors, ça fait 180 ou 225? J'ai pas fait une erreur là? Non, c'est 180, c'est bien ça. Ok. Ok, 180. Bon, on va essayer de retrouver ça de façon, maintenant, de façon graphique. Alors, je vous le montre sur un papier millimétré. Sur le document, il y en avait un.
Je vais pas forcément vous laisser le temps de le faire. La vidéo, vous pourrez la consulter. Je vais mettre le lien YouTube. Donc vous pourrez essayer de refaire ça et puis de vous réentraîner sur d'autres exercices. Donc sur cette figure-là, je vais faire tout à l'échelle 1/10. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 40 cm pour la distance à laquelle se trouve l'objet, je vais faire 4 cm. Alors la lentille, je vais la mettre en plein milieu ici. Ça, c'est la lentille. Mon objet, j'ai dit 4 cm, donc à 4 carreaux sur ce papier millimétré ici. Ça, c'est mon objet AB. Les foyers, alors on ne l'a pas précisé, mais les foyers, ils font 125 mm de long. Donc ici, ça va faire 1 carreau,25 pour F', le foyer image, et F, pareil, mais de l'autre côté. Là, j'ai le centre, O. Il nous reste, à partir de ça, donc ça va être votre travail, à vous. Il me reste à tracer les 3 rayons caractéristiques. Il y en a un, je le fais au brouillon ici, puis on corrigera ça la prochaine fois. Je vous laisse chercher ça pour lundi prochain. Vous avez un rayon caractéristique qui arrive comme ça, c'est celui qui est parallèle à l'axe optique. On sait ce qui va devenir normalement. Après, il y a un autre rayon caractéristique dont on a parlé, c'est le rayon qui passe par le centre de la lentille. Alors, il faut que ce soit droit, tracé avec une règle. Hein. On sait ce qui va devenir ce rayon-là, donc on va le tracer. Et puis, il y en a un troisième, je vous laisserai faire ça chez vous ensuite, que je peux mettre en bleu. Le troisième rayon caractéristique, c'est celui qui passe par le foyer objet. Quand il sort de la lentille, il est dévié d'une façon bien spécifique. Vous allez tracer ces 3 rayons et voir où est-ce qu'ils se retrouvent. Et là où ils se retrouvent, ça sera le lieu où se retrouve l'image de B. Donc B étant l'extrémité de la flèche ici. Là où ces 3 rayons vont se croiser, ça sera le point B'. Il faut trouver l'endroit où va se trouver ce point B'. Une fois que vous l'avez trouvé, sur l'axe perpendiculaire, vous aurez le point A'. Et vous pourrez tracer votre flèche A'B', vérifier en mesurant la distance de A'B' qu'on avait quelque chose de juste, on pourra mesurer au A', etc. Donc c'est à vous de faire ce travail-là pour lundi, on va dire. C'est à vous de rechercher ça, puis il y aura d'autres exercices. De toute façon, je vous mets tous les détails sur l'ENT de ce qui est à faire pour lundi prochain. Alors, je reviens, je vais couper la vidéo et je reviens un petit peu pour savoir si vous avez des questions.